Ligne droite. Tournez, rotative. La libre information. Il y a une chose dont vous pouvez être sûr, chers citoyens français, c'est que Macron sait se faire respecter. Il sait se faire respecter face à Joe Biden dans l'affaire des sous-marins australiens. Macron avait promis qu'il allait taper du poing sur la table après cette affaire, et quand le président américain est arrivé, après 1h30 d'attente, et que ce dernier a expliqué qu'il pensait que les Français savaient que le contrat allait chapeauter, Macron a accepté la main tendue de Biden. Il l'a prise et il a dit qu'il fallait regarder vers l'avenir, ensemble. Oui, c'est beau, main dans la main. You and me, Joe Robinette Biden, only you. Et hier, c'est un SMS supposé d'Emmanuel Macron qui aurait fuité, un SMS adressé au président australien 2 jours avant l'annonce de l'abandon du contrat, qui révèle la teneur des relations franco-australiennes. Dois-je m'attendre à de bonnes ou de mauvaises nouvelles pour nos ambitions communes en matière de sous-marins ? Voilà la question posée par Emmanuel Macron, a priori, au président australien. Voilà, vous voyez, un échange de poignes. En France, on n'est pas content de cette fuite, et on dit que ce n'est pas très très respectueux. Voilà ce que disent nos représentants à l'Élysée. Pourtant, le respect, ça le connaît, comme vous le savez, Emmanuel Macron. Encore un exemple, les Britanniques qui ont osé défier l'Union européenne et aller jusqu'au bout du processus de sortie de l'Union. Eh bien voilà, ils se servent les premiers et mettent nos pêcheurs dans la panade. Les pêcheurs français se sont retrouvés avec des contrats sur les zones maritimes très désavantageux. Et Macron avait là, de nouveau, cette fois-ci, tapé du poing sur la table et asséné que les Anglais avaient jusqu'à mardi, donc hier, 2 novembre, pour accorder davantage de licences aux pêcheurs français au risque d'être sanctionnés. Hier, on attendait les sanctions, mais rien. Paris veut donner encore une chance à la négociation en cours jusqu'à demain, jeudi. Et je cite Emmanuel Macron, ce n'est pas pendant qu'on négocie qu'on va mettre des sanctions. Pour parler de tout ça, je suis avec Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour Clémence Sudakova. Vous êtes président du mouvement Génération Frexit et auteur de Les illusions économiques de l'Union européenne chez Fauve Éditions. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment attendre maintenant des sanctions françaises, voire européennes, contre la Grande-Bretagne notamment ? Alors, il y a les 2 volets. Déjà, les sanctions européennes, je pense qu'il ne faut pas en attendre concernant la pêche, puisque vous avez vu en réalité que le soutien est quasiment inexistant des autres pays de l'Union européenne sur ce dossier. Et pour cause, en fait, puisque si au niveau des pêcheurs français, il y a 40% des licences qui ont été refusées, au niveau de l'Union européenne, il y en a 90% qui ont été acceptés. Et en fait, c'est ça toute la problématique de l'affaire et de l'accord de la pêche, c'est qu'il y a 2 problèmes. Il y a le problème de la forme dont on va parler, l'absence en fait de respect de sa parole au niveau de la France. Quand on dit qu'on va faire un ultimatum, quand on fait des menaces, forcément, quand vous ne mettez pas en œuvre ces menaces derrière, alors que vous aviez dit que vous le feriez, vous n'êtes plus crédible. Et oui, c'est ça. Ouais. C'est la base normalement d'une négociation, vous n'êtes plus crédible du tout. Et après, la problématique, et c'est aussi pour ça qu'il y a peu de soutien au-delà du fait que l'intérêt national français intéresse peu les autres pays de l'Union européenne et même l'Union européenne dans son ensemble, c'est qu'au niveau du fond sur ce dossier, en fait, le Royaume-Uni est dans son bon droit, parce que on entend souvent parler au niveau des médias français ou même du gouvernement de dire c'est pas normal, les licences sont refusées, mais le problème c'est que les Britanniques ne font qu'appliquer l'accord dont on ne parle jamais. Et en fait, l'accord, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est-à-dire qu'il est très clair au moment des négociations qui ont été menées, je le rappelle, par l'Union européenne, pas par la France. Donc c'est un mauvais accord pour la France, mais dans l'accord, il est dit que seuls les bateaux de pêche qui peuvent prouver qu'ils ont pêché entre 2012 et 2016 auront des licences et pourront pêcher jusqu'à 2026. Le problème étant que la flotte française est composée de beaucoup de petits bateaux qui n'ont pas de système d'enregistrement. Et donc ces bateaux-là ne peuvent pas prouver réellement qu'ils pêchaient en fait entre 2012 et 2016. Et donc les Britanniques appliquent l'accord stricto sensu. Ils disent écoutez, il n'y a pas de preuve de pêche pour ces années-là, nous ne donnons pas la licence. C'est pour ça que les pêcheurs français sont plus pénalisés que les autres pêcheurs de l'Union européenne. C'est dû à la composition de notre flotte, mais ça, c'est quelque chose qu'on savait au niveau de l'accord. Donc il y a double responsabilité. Charles-Henri Gallois, juste pour le détail, il date de quand cet accord ? C'est l'accord, vous savez, de sortie du Brexit, qui a été négocié toute fin 2020, mis en œuvre fin 2020. Et donc la problématique qu'il y a là-dessus, c'est que finalement, les Britanniques appliquent l'accord, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on savait avant. Et donc, la problématique, c'est l'Union européenne qui a très mal négocié pour les intérêts de la France, mais ça, on le savait. Mais aussi,
la responsabilité d'Emmanuel Macron, Clément Beaune et compagnie qu'on voit sortir, qui auraient pu regarder avant de valider l'accord, justement, regarder la composition de la flotte française et voir qu'il y aura un problème. C'est-à-dire que chez Génération Frexit, on le dit depuis des mois qu'il allait avoir un problème parce qu'il suffisait en fait de lire l'accord. Et donc le Royaume-Uni dans son bon droit, et donc la France là aussi n'est pas crédible parce que au lieu de blâmer l'Union européenne qui a négocié, elle va blâmer le Royaume-Uni. Et elle est d'autant moins crédible si vous avez lu la lettre en fait de Jean Castex à Ursula von der Leyen, qui était relativement dingue, puisque dans cette lettre, Jean Castex dit à Ursula von der Leyen qu'il est indispensable de montrer clairement aux opinions publiques européennes qu'il y a davantage de dommages à quitter l'UE qu'à y demeurer. Oui. Et donc, quand vous vous posez 2 secondes sur cette phrase, elle est complètement dingue en soi, parce que ça veut dire, d'une part, qu'il reconnaît à demi-mot qu'il n'y a pas d'avantage en fait à rester dans l'Union européenne, et donc il faut artificiellement mettre des bâtons dans les roues aux Britanniques pour montrer qu'il y aura un avantage à rester. Donc c'est un aveu qui est énorme. Et aussi, ça montre bien que, au-delà évidemment qu'il y a un problème pour nos pêcheurs, mais ça, je pense que ça peut se régler en bilatéral, et on y reviendra peut-être parce qu'il y a plein d'intérêts communs entre la France et le Royaume-Uni au niveau de la pêche. Mais on voit bien qu'il y a une dimension politique derrière, pour bien que Macron soit le serviteur de l'Union européenne, et de montrer en gros, c'est une forme d'attitude de secte ou de mafia, de punir le membre qui veut reprendre sa liberté en fait pour donner un exemple aux autres et pour que d'autres membres ne souhaitent pas également sortir de l'Union européenne. Donc on voit qu'il y a une dimension politique derrière qui est complètement dingue et qui est très éloignée finalement des intérêts de la France. Alors Charles-Henri Gallois, de quelles sanctions parle alors le gouvernement, puisque vous dites que le Royaume-Uni est dans son bon droit, donc il respecte le contrat. De quelles sanctions parle-t-il ? Alors, il parlait de sanctions, de couper l'électricité à certaines îles du Royaume-Uni. Vous savez que EDF est un grand fournisseur d'électricité du Royaume-Uni. Il parlait de bloquer aussi des marchandises à Calais. Mais tout ceci, en fait, là encore, c'est au détriment des intérêts de la France, puisque c'est complètement contre-productif. Il faut quand même savoir que vous savez que la France a un déficit commercial abyssal. Le plus gros excédent commercial bilatéral de la France, c'est justement vis-à-vis du Royaume-Uni. Si vous prenez 2019, c'est 12,5 milliards d'excédent commercial par an. Et donc, en fait, la France va mettre en péril la relation avec le Royaume-Uni, va mettre en péril aussi cet excédent commercial pour une dimension, en fait, où elle est dans son tort, où en fait, la France devrait blâmer l'Union européenne, qui a très mal négocié, plutôt que le Royaume-Uni. Donc, c'est assez irresponsable, en fait, et contre-productif, ce type de menace. D'autant plus que vous savez que tout ce qui a trait à la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Et comme le Royaume-Uni respecte le droit, respecte l'accord là-dedans, si jamais la France allait trop loin au niveau des sanctions, c'est elle, au niveau du droit international, qui pourrait en payer les pots cassés. Donc le gouvernement, en fait, a une attitude irresponsable et ridicule, comme j'ai dit, sur ce dossier, tant sur le fond que sur la forme. C'est pour ça qu'il est si propice aussi à revenir sur ces menaces qu'il avait proférées un peu plus tôt. Nous sommes aussi avec Olivier Beckett. Bonjour Olivier Beckett. Bonjour à tous. Vous êtes vice-président du comité régional des pêches de Normandie, représentant syndical de la CFTC des marins pêcheurs. Est-ce que vous avez encore espoir, vous, que les négociations avancent entre l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et la France ? Excusez-moi. Écoutez, de toute manière, c'est un vaste sujet. Après, l'espoir, on voit bien qu'on n'a pas la main sur ces questions politiques, on va dire, parce qu'effectivement, en fonction de ce qu'on entendait juste avant, on est dans un grand jeu de manipulation. Oui. On voit que des licences, effectivement, ont été délivrées par les Anglais, mais à des bateaux, à des navires qui n'ont pas la capacité d'aller pêcher en Angleterre. Donc, ils ont délivré des licences à des petits bateaux. Et les bateaux qui ont des droits, d'antériorité, pour y passer du temps, 80% de l'année, eux n'ont pas eu de licence. Donc, on peut pas dire le contraire. Effectivement, les Anglais ont délivré des licences. Maintenant, ils ont délivré des licences à des gens qui peuvent pas y aller. Donc, ils peuvent pas y travailler au détriment de ceux qui devraient y être. Et donc, là, déjà, il y a une grosse supercherie. Et après, bien entendu, on focalise sur le fait que les bateaux français ne peuvent pas aller pêcher dans ces eaux-là. Mais c'est aussi tous les bateaux européens qui ont l'habitude de travailler dans les eaux anglaises qui, du coup, vont se retrouver
à se réfugier dans les eaux françaises. Voilà. Donc ça va être, c'est une catastrophe environnementale d'une part parce que les eaux françaises, ce sont les eaux où il y a une faible hauteur d'eau par rapport au côté anglais, et ce sont les zones de reproduction, de nourricerie, de frayère. Donc si on va surpêcher dans ces eaux-là, alors qu'on a bien entendu un équilibre à tenir sur la capacité aux espèces à se reproduire, avec en plus de ça les projets de schéma industriel d'éoliennes en mer dans ces zones justement riches de nos côtes, eh bien ça va être ingérable, quoi. Donc alors voilà, il y a quand même un monde de compréhension entre l'aspect technocratique politique et l'aspect réel par rapport et de bon sens et de vraie écologie aussi, on peut le dire. Bien entendu. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, à quoi ça ressemble? Enfin, je veux dire, les Anglais ont besoin d'écouler leurs produits. Si on les bloque, évidemment, ça va pas leur faire leurs affaires. Le poisson, on a besoin d'en manger. Bon, voilà. Le gros problème, c'est cette idée que la mer va être, c'est ce qui va sauver la destruction qui a été faite sur la Terre. Voilà, parce que en fin de compte, tout ça, il y a une manipulation qui devient complètement écœurante et indigeste. Là, on arrive au summum de ce qu'on peut entendre et voir. Et enfin voilà. Alors que dire de tout ça? Voilà, là il faut qu'il y ait un vrai sursaut de leaders politiques, mais pas 50 comme on voit aujourd'hui à vouloir prendre la place de la présidence, quoi. Il faut qu'il y ait des gens, des vrais gens, des personnes responsables, quoi. Des personnes qui soient responsables de vouloir faire en sorte que la population soit dans un bien-être fondamental d'existence. Oui, mais on comprend très bien votre discours, Olivier Beckett. C'est vrai que là, et puis d'ailleurs, Charles-Henri Gallois a esquissé déjà le problème avant, et vous le dites, c'est quelque chose, c'est des batailles technocratiques au niveau de l'Union européenne, avec des conflits qui dépassent largement le bon sens et la réalité du terrain. Et je pense que Charles-Henri Gallois, vous êtes d'accord là-dessus sur cette distance, on va dire, énorme entre ce qui se discute au niveau de l'Union européenne et puis la réalité des choses pour les pêcheurs dans les eaux françaises. Alors je suis d'accord en grande partie avec ce qui a été dit. La problématique des éoliennes, c'est évidemment une catastrophe écologique. C'est une énergie qui est intermittente, dont on n'a pas besoin avec le parc nucléaire français, et donc on va abîmer tout l'écosystème, et donc c'est très dommageable pour la pêche française. Et après, je suis aussi d'accord sur ce qui a été dit sur l'équilibre en fait que représente la pêche et la problématique des pêcheurs européens qui viennent pêcher dans les eaux territoriales françaises. Finalement, c'est un peu le même problème que subissaient les Britanniques, d'avoir une grosse partie de la flotte européenne dans leurs eaux. La France devrait reprendre le contrôle de ses eaux territoriales. Il ne devrait pas y avoir autant de pêcheurs européens qui vont dans les eaux françaises. Après, pour ce ça, c'est toujours le problème de l'Union européenne, ça, en fait. Elle peut pas le régler aussi au sein de l'Union européenne, de dire, attendez, il faut pas qu'il y ait trop de bateaux chez nous, sinon c'est toute notre diversité qui va disparaître. C'est pas possible, ça? Le problème, en fait, c'est que nous n'avons plus le pouvoir, puisque la pêche, comme le commerce extérieur, est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc, ce n'est plus la France qui décide. Et une France qui aurait repris le contrôle pourrait, d'une part, protéger ses eaux territoriales d'autres bateaux européens qui pourraient de mettre des dommages à tout cela, mais surtout négocier un très bon accord bilatéral avec le Royaume-Uni, puisque, comme l'a évoqué monsieur, il y a des intérêts communs. Il faut savoir que le Royaume-Uni, les 3/4 des poissons qu'il pêche, il les réexporte vers la France. Il faut aussi savoir, comme ça a été dit, que la France est une zone de reproduction finalement, et qu'après les poissons vont à l'âge adulte beaucoup côté britannique, et donc on a des intérêts communs sur le sujet. Je suis persuadé que la France, qui négocierait un accord bilatéral avec le Royaume-Uni, pourrait avoir un accès aux eaux britanniques qui serait bien meilleur, et d'ailleurs ça pourrait être un accord qui serait réciproque, puisque les deux parties ont intérêt. Mais la problématique, c'est que nous avons l'Union européenne qui négocie au nom de la France. Effectivement, elle négocie au nom des 27 qui n'ont pas les mêmes intérêts. C'est toujours le même problème.
Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour ces éclaircissements. Est-ce qu'on va pouvoir espérer que la France se réveille et tape du poing sur la table? D'après ce que vous dites, Charles-Henri Gallois, de toute façon, ce n'est pas possible tant qu'elle reste dans l'Union européenne. J'imagine que c'est votre conclusion. Oui, alors le Royaume-Uni, pour montrer bonne volonté, va peut-être accorder quelques licences supplémentaires, mais ça ne réglera pas le problème de long terme, parce que l'accord, de toute façon, n'est uniquement jusqu'à 2026. Il y aura après des renégociations annuelles, et ça va être un problème de long terme, alors que si la France faisait un accord bilatéral avec le Royaume-Uni, on pourrait avoir un accord de long terme, gagnant-gagnant, puisque les deux parties y ont intérêt. D'accord. Olivier Beckett, vous entendez ce que dit Charles-Henri Gallois depuis tout à l'heure. Vous aussi, vous pensez que ça peut être une solution de sortir de l'Union européenne, que finalement les pêcheurs seraient mieux protégés? De toute manière, je pense que la population se pose de plus en plus de questions par rapport à cette Union européenne, effectivement, qui depuis très longtemps, on le voit bien, prend la main sur des décisions qu'on devrait avoir au niveau des territoires, justement. Et là, on est en train de diriger le système vers, excusez-moi l'expression, un peu genre la guerre des étoiles. C'est un seul décideur sur l'ensemble de ce qui doit être par rapport à un système dont on n'a aucune idée de qui gère tout ça en fin de compte. Et pendant ce temps-là, la population, elle souffre de cette perspective, quoi. C'est quand même impensable d'arriver à l'époque où on est dans un système, on arrive dans une impasse en fin de compte. Donc il y a quelque chose qui va pas. Il faut tout le monde s'en rend compte. On le voit bien, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau des formations des jeunes et de leur laisser penser qu'il faut refaire des nouvelles formules pour remettre des gens au travail. Il y a de l'emploi en France, on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à faire travailler. On dit que maintenant forcément tout vient de Chine. Donc déjà là, il y a encore on va dans la direction complètement opposée de ce qui devrait être à nous regarder nous-mêmes avec nos problèmes, effectivement. Et là, c'est bien une question française. C'est une question effectivement de nation, et de vouloir plus grand chez les autres, on est mieux à gérer chez soi, quoi. Mais là, on balaye devant sa porte avant d'aller balayer devant chez les autres. Donc, on revient sur, excusez-moi, mais les dictons des anciens, nous, c'est ce qu'on dit toujours dans notre milieu. Les anciens n'étaient pas que des cons, et au lieu d'avoir des grandes perspectives qui aboutissent en fin de compte à un sabordage complet de ce qui était efficace. Quand même, parce que ça fait ses preuves. Eh bien, il faut aller dans des grandes histoires complètement ingérables. On est dans l'artificialisation. Voilà, c'est ça le problème. On a bien compris. Supercherie, technocratie, artificialisation. On a bien compris vos mots, Olivier Beckett, et vous avez raison de défendre le bon sens et le local. Merci à vous deux, Olivier Beckett, vice-président du comité régional des pêches de Normandie, et Charles-Henri Gallois, président du mouvement Génération Frexit. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous retrouvons Éléonore pour sa chronique des réseaux sociaux. Éléonore, vous avez choisi de nous parler ce matin de l'ancienne travailleuse humanitaire